On va te présenter pour celles qui ne te connaissent pas, ceux qui ne te connaissent pas, pardon, reporter de guerre. Et ça fait quand même la différence, hein, notamment dans ton analyse. On aimerait que certains qui parlent à tort et à travers de tous les conflits n'aient jamais mis un pied sur place. Je l'ai vu dans quelques-uns, pas comme toi, mais quand même, c'est assez. On en parlera quand même de tout ça aussi, de ces commentaires de plateau, hein, les gilets pare-balles sur Amazon qu'on regarde simplement derrière des caméras, c'est quand même assez marrant. Directeur de la rédaction d'Omerta également et auteur de Qui est le diable aux éditions Max Milo, toujours. Max Milo, voilà, maison d'édition avec qui on travaille énormément, que ce soit sur Putsch, sur Toxin. Voilà, c'est ton dernier. Qui est le diable, l'autre ou l'Occident? On va en parler ce soir. Merci Régis d'être là. Comment ça se passe pour Omerta? Où on en est d'Omerta? Il y a beaucoup d'actu, ça envoie du lourd, comme disent les jeunes, hein, chez Omerta. On en est où? Oui, on a poussé, on va dire, notre concept de départ qui était d'aller, de faire une promesse éditoriale, d'aller sur le terrain. Et oui, il y a eu cette guerre en Ukraine, mais pas que, qui nous a poussé. Là, on est en train de sortir un documentaire, on vient de sortir un documentaire sur la Syrie, sur le départ de Bachar el-Assad, où on a envoyé des équipes au moment de la chute pour raconter un petit peu cette période transitoire très complexe en Syrie en ce moment. Également l'Afghanistan, le Liban, enfin bref, on a bourlingué sur tous les hémisphères et un petit peu dans toutes les galaxies. Et on a même fait des documentaires sur les OQTF en allant visiter des CRA, pardon, les centres de rétention administrative, pour raconter qui étaient ces gens-là, leur tendre le micro, parce que la perspective d'Omerta, c'est ça, c'est pas un média d'opinion, c'est pas un média de commentaires, c'est un média qui montre, et ensuite les gens jugent, mais qui aussi essayent d'aller dans des endroits où les autres ne peuvent pas aller ou ne veulent pas aller. Et du coup, voilà, ce qu'on présente, c'est notre originalité, et évidemment grosse couverture de la guerre en Ukraine, avec pas loin de, on va dire, 6 reportages depuis le début. On a quasiment couvert toutes les grandes articulations de la guerre. Moi, j'avais eu l'occasion, cette fois-ci pour le Figaro Magazine, d'aller côté ukrainien au début de la guerre, et ensuite côté russe, Kherson, Zaporizhzhia, Mariupol, Bakhmout beaucoup, Kremina, le front aussi de Koursk récemment, où nous nous sommes rendus à Koursk au mois de décembre pour raconter un petit peu quelle est l'actualité, et puis le voir de nos yeux, vivre avec les soldats, parce que c'est aussi ça, Omerta, c'est pas simplement faire un touch and go, passer 3-4 heures et puis repartir. Déjà, c'est très compliqué à organiser avec ça, mais c'est l'idée de la promesse de montrer aux gens et de raconter ce qui se passe réellement sur le terrain, en sachant, comme je dis souvent, qu'on ne sait pas tout en allant sur le terrain, mais on sait un peu plus qu'en n'y allant pas. Voilà. Oui, c'est clair. Une question là-dessus. J'ai quand même l'impression, depuis quelques mois, Régis, véritablement, il y a quand même une foule de gens qui s'intéressent de plus en plus, notamment à Omerta, qui vont sur des sujets sur lesquels ils n'allaient pas avant, qui ne les intéressaient pas. L'actualité nous pousse, mais il y a quand même une aspiration citoyenne de comprendre l'axe géopolitique avec des voix qui sont bien différentes de celles des mainstream dont tu fais partie. Est-ce que tu le ressens, toi, par tes passages médias très nombreux, et également en tant que directeur d'Omerta, avec les abonnés? Ah oui, c'est très stupéfiant. Par exemple, pas plus tard qu'hier, dans la rue, j'ai été interpellé par un Guinéen, une personne d'origine guinéenne, qui m'a fait un coucou depuis sa voiture et qui m'a dit Omerta. Il a fait comme ça. Voilà, donc ce qui fait qu'effectivement, on le sait, on a un public africain. J'ai donné hier aussi une interview à une télé algérienne. Dans le même temps, on a reçu Bernard Lugan, alors qui est plus lui, très hostile aux Algériens, et plutôt du côté du Maroc. Donc, si vous voulez, ça fait des clashs, mais toujours avec l'idée d'amener des opinions différentes sur Omerta. Moi, c'est vraiment mon souci, parce que je sais qu'il existe d'autres chaînes sur lesquelles j'interviens, comme CNews, où parfois c'est difficile d'amener la contradiction. Donc là, on n'en est pas sur ces thèmes-là encore à organiser des débats, encore qu'il faudrait le faire, mais on n'est pas dans l'invective, on n'est pas dans la destruction de l'opinion de quelqu'un d'autre, parce qu'on n'est pas un média d'opinion à proprement parler, on est un média qui suscite de l'interrogation, qui va raconter que les Russes, dans leur tranchée, ça reste des hommes, et voilà, et que voilà leur vie, et qui est pas bien différente de celle des Ukrainiens en face d'ailleurs.
à part un bout de scotch de couleur rouge et les autres ont un bout de scotch de couleur bleue. Et aussi, ça fait réfléchir sur cette guerre, pourquoi continuer à la mener après presque 1 million de morts peut-être de part et d'autre. Voilà, ça fait interroger sur la monstruosité d'un conflit qu'on n'attendait pas et puis sur lequel on n'était pas du tout préparé, nous, Européens. Et là, on peut se poser la question quand on voit nos images ou quand on voit aussi des images de confrères qui le couvrent côté ukrainien, pourquoi continuer, s'acharner à vouloir que ces gens continuent à se saigner véritablement? Pourquoi? Alors qu'on sait très bien que dans 6 mois, il n'y aura pas d'évolution significative, si ce n'est que l'Ukraine peut craquer, mais la Russie ne va pas craquer. Donc voilà, donc moi, si ça peut permettre de nourrir certains politiques, mais malheureusement, hélas, et vous évoquiez tout à l'heure la question des gens qui ont tendance à commenter l'actualité en Ukraine comme un match de foot à la télé en comptant les points. Et j'ai évidemment à l'adresse de ces gens-là, pas tous, puisqu'il y en a qui font l'effort et que c'est quand on me rabâche assez souvent les oreilles en disant oui, fais le contraire de BHL. Oui, je suis peut-être le contraire de BHL, mais j'admets que BHL a au moins la curiosité d'aller sur place. Au moins, il va discuter, au moins, il fait des documentaires. Alors, c'est très propagandiste, mais au moins, il ouvre les yeux sur une réalité. Ce que je déplore totalement, c'est justement ces gens qui sont dans le commentaire type match de foot et qui, en 3 ans, n'ont même pas eu la décence d'aller côté ukrainien. Si vous voulez, c'était pas impossible de prendre un train depuis la Pologne parce qu'on peut pas prendre un avion et d'aller à Kiev et ensuite après de se rendre au front, de faire l'effort de parler aux populations, d'aller voir ce qu'elles ont dans les tripes, d'aller voir effectivement quand on parle des gens d'Azov, qu'est-ce qu'ils représentent, est-ce que la société ukrainienne, comment elle est par rapport à cette guerre. C'est quand même plutôt que d'admonester, de jeter des anathèmes sur des plateaux de télé avec des postures et en se faisant du fric, parce que ces gens sont payés. Donc, c'est là où je trouve qu'il y a un dévoiement total et LCI porte une énorme part de responsabilité dans cet info-spectacle où, en fait, on n'a pas besoin d'aller dans un endroit. Il y a des gens qui meurent et on n'a même pas la décence d'aller les voir, d'aller voir leur famille, de leur parler. Et je trouve ça absolument immonde. Ouais, c'est une vision vraiment binaire, hein. Les très très bons d'un côté, les très très méchants de l'autre. Je pense que il y a quand même des nuances de gris tachées de sang qui sont beaucoup plus importantes que celles-ci, hein. Ah oui, et quand vous allez dans le Donbass, par exemple, bon, chacun peut avoir des convictions de part et d'autre. Les Ukrainiens, je pense, sont pour certains attachés à leurs frontières de 1991. Mais ce qu'on peut remarquer quand on a un peu l'habitude, là aussi, c'est pas, vous savez, moi j'en suis à mon 7e voyage en Ukraine. Quand vous avez cette accumulation d'expérience, vous avez beaucoup parlé aux gens, vous êtes allé dans plein d'endroits, dans des petits villages, dans des petits bourgs, vous avez discuté avec des soldats, vous avez discuté avec des civils, vous avez discuté avec des civils parmi lesquels vivent les soldats, parce que c'est ce qui se passe dans le Donbass, si vous voulez, toutes les villes du Donbass sont le casernement, il se fait chez l'habitant. Et d'ailleurs, pour des questions de sécurité, à cause des drones, il y a très peu de concentration de soldats aujourd'hui. Au fur et à mesure de la guerre, les choses ont énormément changé à cause des drones. Et aujourd'hui, quand vous discutez avec ces gens-là, bien, vous avez un sentiment, et vous discutez aussi avec des Ukrainiens, parce que j'ai encore des très bons contacts chez les Ukrainiens, qui m'ont toujours dit d'abord que souvent le Donbass, pour eux, c'était déjà une terre très éloignée. Le Maïdan est passé par là. Il y a eu une guerre depuis 2014. Et la réalité de cette guerre, on a eu tendance à la gommer au début de l'invasion russe. On a dit c'est une guerre d'agression de Vladimir Poutine contre l'Ukraine, une guerre d'annexion de la Russie contre un de ses voisins. Bon, en réalité, non. Les populations de l'Est du Donbass sont des populations à forte, comment on va dire, russophilie. Et tout ce qui était opposant, on va dire, qui était plutôt du côté de Kiev, ont quitté le Donbass depuis très longtemps. Enfin, en tout cas, les zones qui ont été conquises par les Russes. Donc, c'est très difficile aujourd'hui de dire, et c'est très différent, par exemple, de Kherson au sud, où là, quand on s'y est rendu, on a noté qu'un certain nombre il y avait de l'activité de partisans, et les Ukrainiens tentaient de cibler, par exemple, les personnes nommées par le nouveau pouvoir russe, qui se faisaient éliminer à coups de Kalachnikov.
On avait été interviewé une rectrice de l'université de Kherson, et le lendemain de notre visite, elle a pris 3 balles dans la peau. Ah Et ouais. donc, voilà. Et ça, ça existe dans les zones qui ont été annexées fraîchement. Aujourd'hui, par contre, quand vous êtes dans le Donbass, vous avez Mmh. depuis 10 ans des gens qui sont arc-boutés contre Kiev. Donc, il est très illusoire d'imaginer que ces quelques 6 millions de personnes qui habitent dans Mmh. ces zones-là vont Ouais. un jour rejoindre l'Ukraine. Donc, ça vous fait réfléchir par rapport à quand vous êtes dans un débat, vous entendez ah oui, l'Ukraine doit reconquérir ses Ouais. frontières de 1991. Bon, quand vous Mmh. allez sur place, vous voyez que c'est un peu plus Ouais. compliqué que ça. Mmh. Et ça, il faut le dire. Et ça vous donne une vision différente, une vision Mmh. du terrain, une vision de l'état d'esprit, à la fois des combattants, des civils, au milieu de cette guerre. Mmh. Comment on peut expliquer, Régis, notamment cette espèce, on élude énormément, c'est le début de la guerre d'agression, c'est la Russie qui envahit l'Ukraine. Pourquoi on élude? Pourquoi les médias aujourd'hui ne parlent pas de tout ce qui s'est passé avant? C'est quand même assez faramineux parce que c'est quand même une guerre au long cours. C'est pas Ouais. arrivé spontanément du jour au lendemain. Même moi qui suis pas reporter de guerre, je m'y Mmh. intéresse un petit peu. Je me dis c'est quand même assez formidable dans le mauvais sens du terme, bien entendu Mmh. d'éluder quand même toutes ces années où il y a eu cet engrenage qui s'est mis en place. Mais écoutez, je vais vous donner un exemple. Pourquoi Mmh, c'est important pour mmh, analyser des événements en cours. mmh, Au moment où Donald mmh, Trump a convaincu les Ukrainiens d'être favorables, mmh, où il leur a tordu le bras pas mal. Enfin bon, mmh, il est arrivé à leur faire admettre qu'il fallait un cessez-le-feu de 30 jours. Bon, mmh, on attendait la réponse de Vladimir Poutine, et elle est venue d'une façon assez étonnante, puisque d'abord on l'a vu en treillis, en uniforme, alors que mmh. c'est Oui, assez rare qu'on voit Poutine mmh, en treillis ouais, complet. En tout cas, on l'avait déjà vu dans d'autres uniformes, mais qui n'étaient pas des uniformes de combattants, mmh, qui fait son apparition sur le front de Koursk avec son chef d'état-major des armées, et qui a un discours très dur, très très dur vis-à-vis des Ukrainiens. On sent que mmh, là, l'opération du 6 août dernier, où les Ukrainiens ont envahi 1200 km² de territoire russe, ça a été très lourdement vécu par Poutine, très ouais, lourdement vécu par les Russes. Et moi, j'ai eu l'occasion mmh, de le constater en allant sur place, où certains combattants s'étaient engagés à cause de cette offensive des Ukrainiens sur Koursk, alors qu'avant, ils ne participaient pas à la guerre. Donc, mmh, si vous voulez, là, on voit Poutine, et puis Poutine finalement accepte, enfin, mmh, verbalement, dit nous sommes favorables à ce cessez-le-feu, mmh, mais avec certaines conditions. Et là, il explique ces conditions. Il explique qu'il y a 2000 km de front, qu'il va falloir observer tout ça, qu'il faut des garanties de sécurité, etc. Ça, c'est le cadre. mmh, Ensuite, quand vous regardez comment ça se mmh, passe derrière Poutine, vous avez les drapeaux biélorusses. À oui, côté de lui, vous mmh, avez Alexander Loukachenko, mmh, président de la Biélorussie. mmh, Pourquoi? Tout simplement, alors c'est un hasard du calendrier, mais pourquoi Poutine fait sa déclaration, sa réponse à Trump dans ce contexte-là? Parce que la Biélorussie, c'est Minsk. Minsk, ce sont les accords de Minsk qui oui, précisément n'ont pas été appliqués. Et ce que Poutine veut dire dans cette diplomatie qui est réglée comme une horloge en ouais, Russie, avec mmh, Lavrov d'un côté, les mmh, conseillers de Poutine qui parlent les uns après les autres, et ensuite le chef qui donne en gros son mmh, aval, ou qui donne une ligne, eh bien, ça veut dire je ne vais pas me faire imposer un mmh, Minsk 3. Il y a mmh, déjà eu 2 Minsk 2 qui n'ont pas été appliqués, de l'aveu même d'Angela Merkel, oui, qui racontait à Die Welt pendant la mmh, guerre que ces accords n'avaient été faits que pour faire gagner du temps à l'Ukraine pour qu'elle s'arme. mmh, Donc, en gros, qu'il n'y avait. Et François Hollande, je crois, à ouais, la faveur d'un gag téléphonique, oui, ouais, avait dit oui, oui, en ouais, effet, enfin, avait dit la même chose. Donc, ça veut mmh, dire quoi? Les deux garants des accords de Minsk, la France et l'Allemagne, ne les ont pas appliqués, ont fait en sorte qu'ils ne soient pas appliqués. Et ce que Poutine veut nous dire là, c'est que si vous utilisez ça, ce cessez-le-feu, ouais, pour fournir à nouveau des armes à l'Ukraine, pour lui permettre d'avoir un répit, de se réarmer et ensuite de continuer le combat, ce sera niet. Voilà. mmh, Et donc, ça, c'est très intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Poutine, le cas de Minsk est évidemment éminemment important, comme celui du Médan, comme celui de la oui, non-reconnaissance, encore que les oblasts de l'Est, Lugansk et Donetsk, sont les deux républiques autoproclamées, qu'on appelait mmh, ouais, autoproclamées. mmh, Pourquoi elles étaient autoproclamées? Parce que la Russie ne les reconnaissait pas oui, pendant longtemps.
les gens de l'Est de l'Ukraine ont été un peu livrés à eux-mêmes. Les Russes leur ont fourni de l'armement, leur ont fourni des instructeurs, mais c'est surtout de l'armement qu'ils ont pris aux Ukrainiens en allant dans des casernes à l'époque où, en 2014, des bataillons entiers d'Ukrainiens rejoignaient les séparatistes de l'Est. Il y a eu une vraie guerre et les Russes, parfois, n'ont pas tellement aidé. Il y a des populations d'Ukraine de l'Est qui étaient très mécontents vis-à-vis des Russes. Donc tout ça, quand vous creusez un peu, quand vous discutez, quand vous voyez un peu dans certains comment mes confrères côté ukrainien ont eu l'honnêteté de reconnaître, d'arriver dans un village et puis de voir les populations. Alors, vous êtes pour qui? Y compris à Odessa. Ah non, 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 nous on est pour les Russes. Ah bon, voilà. Donc c'est très voilà. Et ça vous montre quoi? Ça vous montre que c'est une guerre entre deux peuples frères qui se ressemblent beaucoup sur plein d'aspects. Il y a un proverbe qui dit il n'y a pas plus russe qu'un Ukrainien. Et c'est vrai qu'ils sont entêtés, qu'ils sont durs à la douleur, qu'ils sont capables de vivre dans des conditions épouvantables. C'est ce type de soldats qui se battent aujourd'hui. Un peu, moi, je les compare aux paysans et aux vignerons, aux marins français qui allaient. Moi, mon grand-père était à Verdun. C'était des hommes qui étaient capables d'endurer n'importe quoi, qui étaient habitués à marcher dans des sabots, avec des sabots et à qui on a donné une baïonnette et un fusil, on leur a demandé de garder une tranchée. L'Ukraine, c'est un peu ça aujourd'hui. Donc ça veut dire que cette qualité d'homme, en plus avec l'ardeur au combat, l'histoire des peuples russes autour de la guerre, fait qu'on ferait quand même bien d'y regarder à deux fois avant d'envoyer nos troupes contre ce type d'individus. Et quand j'entends régulièrement, oui, la France forme l'armée ukrainienne, je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'armée ukrainienne qui pourrait former la France, vu l'expérience qu'ils ont de 3 ans de guerre avec cette donne des drones qui, je le répète, aujourd'hui est absolument fondamentale. Oui, c'est extrêmement intéressant, effectivement, et merci, Régis, d'être là ce soir. Là-dessus, sur Macron, chef de guerre, l'effort de guerre, on va faire des trucs. Enfin, là, on est dans un narratif qui est absolument délirant de l'Union européenne plus largement. Hein. Comment vous l'analysez, ça, cette espèce de va-t-en-guérisme de Macron là, depuis un certain temps, mais depuis quelques semaines maintenant? On sait que quand, en général, il y a une mésaventure politique pour un leader, la tentation, Sarkozy avec la Libye, enfin, je veux dire, voilà, il y a toujours Bush avec l'Irak, quoique Bush avec l'Irak, il y avait quand même un aspect idéologique derrière, et puis il y avait une conjonction d'intérêts entre les nationalistes américains représentés par Cheney, Rumsfeld, les néoconservateurs qui avaient une vision idéologique, et puis une sorte de vacances un peu d'intellect au pouvoir, puisque George Bush, c'était un président qui, grosso modo, avait fait la même politique que Clinton jusqu'au 11 septembre, et qui se prend le 11 septembre sur la tête alors qu'il n'est pas armé idéologiquement. Or, autour de lui, il y a des gens qui ont des intérêts et qui vont diriger l'Amérique véritablement. L'exemple de Dick Cheney est très intéressant. Je conseille le film Vice, qu'on trouve encore sur les plateformes Netflix et qui est extrêmement intéressant de ce point de vue-là pour montrer comment ce vice-président est devenu pratiquement le président pendant toutes ces années et pendant 8 ans et a été à la source d'une intervention américaine majeure qui a été la guerre en Irak. Mais ça, si vous voulez, c'est un seul aspect des choses. Mais il faut, quand on analyse ce qui se passe, quand on est on doit être au courant, pour moi, des deux aspects, c'est-à-dire cet aspect en effet guerre, les visées de la guerre, ce qu'il y a derrière, etc. Et puis évidemment la réalité du terrain. C'est assez hallucinant de voir à quel point ces gens sont totalement déconnectés. Et puis en plus, on sait très bien, la France n'a pas la capacité de faire la guerre. Hein. Vous l'avez très bien dit, Gislain, sur l'armée ukrainienne qui pourrait former l'armée française. Manifestement, je pense qu'on n'est plus adapté. On n'a pas du tout les moyens pour la faire. Là-dessus, dernière question. Et après, j'aimerais qu'on parle de ce fameux, du dossier JFK avec vous, Régis, là-dessus. Ça y est, Poutine et Trump sont en train de négocier. Les Ukrainiens, font quelques apparitions, ça et là, mais alors l'Union européenne a totalement disparu et n'est même plus invitée même à la table de l'apéritif, hein, même pas au vin d'honneur. Hein.
Non, l'Union européenne n'est plus invitée, mais il y a quand même toujours Macron et Ouais, Starmer qui ouais. s'agitent avec des projets. Alors, Mmh. oui, c'était à l'état de projet, maintenant c'est à l'état de plan. Ça veut dire qu'on est prêt à Ouais. appliquer. Mmh. Comme Starmer a dit, oui, oui, on va envoyer des troupes au combat. Enfin, il a plus ou moins suggéré ça. Bon, les Russes préviennent à chaque fois, ils disent attention, si vous Mmh. faites ça, c'est Mmh. l'OTAN qui rentre en guerre contre la Russie, vous en mesurez les conséquences. Avec Macron, il y a toujours le terme dans le cadre d'une paix, une fois la paix signée, etc. Bon, il y a quelques précautions, mais de toute façon, d'un point de vue russe, il est inconcevable que des troupes de l'OTAN Mmh. interviennent comme force Mmh. d'interposition en Ouais. Ukraine. Il n'y aura pas le scénario à la coréenne où vous avez une zone démilitarisée avec 40 000 soldats Ouais. américains. Non, ça ne va pas se produire comme ça. En revanche, ce qui est intéressant, il y a eu des initiatives qui ont été prises notamment par la Chine, qui a proposé de s'intéresser peut-être, alors évoquer le déploiement de troupes, j'en sais rien, c'est peut-être encore un peu prématuré, mais en tout cas, pour s'assurer une puissance bon, qui est évidemment du côté de la Russie, mais qui permettrait de ne pas mettre une puissance de l'OTAN liée à l'OTAN en Mmh. force pour pouvoir observer la validité du cessez-le-feu Mmh. et lui donner des garanties quelque Mmh. part. Donc Mmh. tout ça est encore en gestation, mais il y a quand même aujourd'hui une incohérence entre ce bellicisme marqué des Européens, alors que les Européens aient envie de se réarmer, ça c'est très bien, c'est une bonne Ouais. chose. La vraie question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est plus armé aujourd'hui? Pourquoi, depuis 40 ans, Ouais. les hommes, toutes ces générations d'hommes politiques, dont Macron est l'héritier, Mmh. n'ont fait que de rogner les budgets de la Mmh. défense, notamment en licenciant des chefs d'état-major des Ouais. armées comme Pierre de Villiers Oui, bah au oui. début Mmh. du mandat de Macron. Donc, il est aussi dans cette disposition. Voilà, et Chirac, Sarkozy, tout le monde l'a fait. Donc, on se rend compte que notre armée, ben, elle est squelettique aujourd'hui, elle n'est pas mauvaise, elle a des Mmh. très bonnes compétences, elle a Ouais. mené des guerres, mais la guerre telle qu'on la voit là, si on doit un jour y participer, eh ben, on n'a pas les moyens parce qu'on n'est pas capable d'assurer notre propre sécurité. Et Mmh. c'est quelque chose de très important. Et c'est d'autant plus difficile d'entendre des leçons de patriotisme de personnes qui ont eu des attitudes qui finalement consistent à mettre la France en danger Mmh. et dont ils héritent. C'est pas directement eux forcément les responsables, mais en tout cas c'est cette génération d'hommes politiques. Donc Mmh. voilà, là il y a une incohérence. Ensuite, le vrai problème, c'est que quand Emmanuel Macron brandit l'étendard de la guerre, Ouais. pas Angela Merkel, Mmh. pardon, Ursula von der Leyen Ouais. le fait également. Keir Starmer nous Ouais. explique que la Russie, c'est la menace. Emmanuel Macron parle de menace existentielle. On a quand même un peu de mal à Mmh. imaginer que la Russie, brusquement, là, au bout de 3 ans, Mmh. devient la menace existentielle. D'abord qu'elle ne l'ait pas été avant. Pour moi, elle l'était tout autant aujourd'hui qu'il y a 6 mois, il y a un an. Il n'y a pas, à mon avis, d'activité en plus. Et puis, il faut voir aussi une chose au passage, c'est qu'Emmanuel Macron aurait pu déjà développer des projets militaires, Mmh. augmenter le budget. Il ne l'a pas fait depuis février 2022. Les Polonais, eux, l'ont fait. Ouais. Il y a un certain nombre de pays comme ça qui ont décidé de se réarmer et dont on voit, où les traces aujourd'hui sont visibles. Nous, on ne l'a pas fait. Alors, on est en train de nous dire, oui, on va ouvrir une usine de poudre. Ouais. Les canons César, c'est fantastique. En fait, les canons César, c'est 5 ou 6 par mois, quoi. Et Ouais. encore, on devait passer à 9, on n'est pas encore passé parce qu'on n'a pas toutes les pièces, il n'y a pas encore tous les financements. Bref, tout ça va prendre beaucoup de temps. Donc là, il y a un problème de décalage. On est à contre-temps par rapport à si l'urgence, elle est aujourd'hui, bah, on n'a pas les moyens Oui. de faire cette guerre. Mmh. Il faudra la faire dans 5 ans, dans 10 ans. Qu'on soit prêt à ce moment-là, c'est déjà une bonne chose. Mais si Mmh. vous voulez, il y a un peu un décalage quand le fameux discours de Macron, où il parle de la menace existentielle, où il nous demande d'être courageux, c'est quasiment un appel à la mobilisation générale, dans un contexte où on n'a pas les moyens de faire cette guerre. Mmh. Ni, Mmh. et là encore une fois, on retombe sur un quiproquo, c'est-à-dire que quand la Russie et les États-Unis sont autour d'une table pour potentiellement signer une paix, pourquoi voudrait-on qu'il y ait la guerre tout à coup? Pourquoi Mmh. voudrait-on que Oui. Vladimir Poutine Mmh. ayant finalement, moi je compare ça à une comète dans le ciel qui Mmh. arrive, vous savez, tous les Mmh. siècles ou tous les Ouais. millénaires.
C'est la comète de Halley pour Vladimir Poutine, c'est d'avoir vu Donald Trump descendre des urnes et tout à coup lui tendre la main et dire OK, on te réintègre, pas tout est terminé, mais presque. Ça, c'est une opportunité incroyable pour les Russes. Alors, les Russes vont essayer de pousser à leur avantage, ils vont essayer de gagner du temps pour continuer à grignoter l'armée ukrainienne, à engranger des victoires sur le terrain pour pouvoir dans la meilleure position possible pour négocier. Mais il y a peut-être une chance de paix. Et pourquoi voudrions-nous d'abord ne pas nous associer réellement à cette chance de paix et en plus s'imaginer qu'il peut y avoir que la Russie, qui est déjà en difficulté, quand je vois, elle a reconquis, c'est un contexte particulier, la géographie est particulière, c'est des friches industrielles, c'est le Donbass, c'est encaissé, il y a des bourgs partout, avec des différences d'altitude, des points en hauteur, etc. C'est extrêmement compliqué de maîtriser le Donbass. Les Russes ont pris 200 km, le front a avancé de 200 km en 2 ans. Et on entend après Jean-Noël Barrot, notre ministre de la Défense, qui nous dit attention, le front avance. Il est encore à près de 6-8 000 kilomètres, même plus. Et donc, ça, pourquoi les Russes ayant avancé de 200 kilomètres en 2 ans, voudrait-on subitement qu'ils se mettent à traverser la Pologne, qu'ils envahissent les pays baltes? Alors là, ils vont faire des manœuvres pendant l'été en Biélorussie. Ça y est, les Lettons, les Estoniens, ça y est, vont miner leurs frontières au cas où il y a un soldat russe qui commence à passer. Mais quel serait l'intérêt pour les Russes d'envahir des pays hostiles alors qu'ils ont eu tant de difficultés à, on va dire, reprendre l'avantage en Ukraine? Je pense qu'ils sont occupés à annexer les 4 blasts qu'ils ont conquis et à faire des deals, on va dire, économiques avec Trump, parce que chez Trump, il y a cette façon de conjuguer l'économie et la diplomatie qui est assez inhabituelle dans les affaires internationales, encore que les États-Unis l'ont pratiqué de nombreuses fois. Vous savez, on est en train de sortir d'un angélisme absolument délirant sur l'Amérique. Vous avez des gens, des lobbyistes pro-américains, je pense à des gens comme Nicolas Tanzer, par exemple, qui ont perdu leur père avec les États-Unis. Ils ont énormément de mal parce que le logiciel est cassé. Ils nous ont expliqué pendant des décennies que les États-Unis étaient là, que c'était le grand frère, qu'il allait nous aider, qu'on était dans le même camp. Et on s'aperçoit qu'on n'est pas dans le même camp. Mais moi, ayant vécu aux États-Unis, je le comprends aisément. Je sais que les États-Unis n'en ont absolument rien à foutre de la France. Rien à foutre. Je l'ai vécu en tant que correspondant des États-Unis aux États-Unis de Paris Match. J'ai interviewé des George Bush, j'ai interviewé des Barack Obama, mais quand il s'agissait in extremis de parler au reste du monde, pour eux, l'intérêt, c'est l'Amérique. C'est tout ce qui est intérêt américain, c'est tout ce qui est peuple américain. Pendant les campagnes électorales, j'en ai suivi quelques-unes là-bas. On nous expliquait, mais pourquoi on vous parlerait, vous, les Français? Il y a 0 voix pour nous en France. Mais je dis, mais parce que vous allez être le président des États-Unis et la voix de l'électeur de l'Ohio a énormément d'impact sur ce qui va se passer chez moi. Ah bon, oui, peut-être, ok. Mais en fait, ils s'en fichent complètement. Et donc, et d'ailleurs, on l'a dit au niveau des dernières élections. Vous savez, quand Trump a été élu, vous avez eu des voix qui ont dit oui, notamment Raphaël Glucksmann qui a dit oui, il faut s'intéresser, il faut faire en sorte que justement ces Américains n'aient plus qu'on construise l'Europe pour ne plus avoir à subir les conséquences des élections américaines. George Bush, Donald Trump, pour lui, voilà les conséquences dramatiques, parce que ce suivisme, le fait, et on l'est encore totalement dépendant, hein, au niveau militaire, l'Union européenne achète 63% de ses équipements aux États-Unis. Vous vous rendez compte? Et 80% des équipements militaires, c'est pas moi qui le dis, c'est Valérie Hayé. 80% des équipements militaires à l'extérieur de l'Union européenne. Comment est-ce possible aujourd'hui de dire une chose pareille et de dire cette Europe-là, c'est l'avenir, cette Europe-là, c'est un modèle, quand on n'a pas été foutu de faire notre propre défense, de construire notre armement chez nous, et qu'on est ultra dépendant des Américains qui aujourd'hui nous tournent le dos. Et d'ailleurs, j'ai lu il y a quelques jours, Régis, notamment, que les Allemands continueraient à s'alimenter en F-35. Oui, apparemment, c'est ce qui a été confirmé. Il n'y a que le Portugal qui, pour le moment, et encore on attend de voir des preuves, mais le Portugal devrait annuler sa commande de F-35. Voilà, donc oui, les Allemands vont s'équiper, mais les Norvégiens l'ont fait, les Danois l'ont fait. Enfin,
je veux dire, quand vous êtes, c'est très intéressant. Moi, j'avais au début de la guerre eu l'occasion, toujours pour le Figaro Magazine, d'accompagner un avion ravitailleur, enfin deux Rafales en avion ravitailleur sur la frontière polonaise entre Kaliningrad, donc l'enclave russe, la Biélorussie, surveiller une frontière de l'OTAN au 4 ou 5e jour de la guerre. C'était absolument passionnant parce qu'il y avait une tension incroyable et il y avait deux Rafales français qui assuraient la permanence en vol. Les seules choses qu'on a vues voler là-bas, c'est des avions américains. On a vu des F-35 norvégiens se ravitailler à un autre avion. Il n'y avait que de l'américain. Il n'y avait pas d'autres, voilà, en dehors des Rafales français. Nous étions les deux seuls à assurer cette permanence et tout ce qui était autour était équipé soit en avion américain, les Polonais, et les Norvégiens. Je me souviens de cette scène de ravitaillement de deux F-35 norvégiens pratiquement à côté de nous. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, voilà, si les Américains vous disent non, vos F-35, ils vont pas décoller pour aller en Ukraine, mais ils décolleront pas. Voilà, c'est ça la réalité. Et qu'on n'y ait pas pensé avant, ça voulait dire qu'on avait une sacro-sainte croyance que les États-Unis viendraient toujours nous aider. Et en réalité, on a mal interprété le message parce que ce message, il n'est pas propre à Obama. Il n'est pas propre à Trump. Il était déjà sensible chez Obama. Il était déjà sensible chez Biden. Souvenez-vous, quand Biden décide de faire annuler, avec la complicité de Boris Johnson à l'époque, le contrat de sous-marin de 60 milliards d'euros, contrat du siècle. Je crois que c'était même plus que 60 milliards. Mais enfin bon, bref, c'était entre 60 et 100 milliards d'euros, contrat de sous-marin australien qui avait été signé 2 ans auparavant. L'activité était déjà en cours. Il y avait des familles australiennes qui avaient déménagé à Cherbourg. Il y avait des familles de Cherbourg qui étaient allées s'installer à Adélaïde en Australie. Vous imaginez le voyage quand vous déplacez votre famille. Tout ça, et je vous mets juste, parce que je connais très bien le problème, j'ai vécu à Cherbourg, c'était un contrat qui devait amener de l'emploi pour 10 ans pour la péninsule du Cotentin. Et en réalité, bon, le Naval Group a quand même pas mal de commandes aujourd'hui, mais le fait que les Américains torpillent le contrat, c'était quand même un truc incroyable. On s'est dit à l'époque, mais comment peut-on se faire ça en alliés et entre alliés? Et qu'est-ce qu'on a fait? On a rappelé l'ambassadeur de France en Australie, rappelé l'ambassadeur de France aux États-Unis, et puis ça s'est terminé par des protestations solennelles et rien du tout. Et aucun enseignement surtout. Aucun enseignement. L'enseignement est que les intérêts des Américains ne sont pas alignés sur les nôtres. Ils peuvent l'être, mais quand ils ne le sont pas, bah, c'est les Américains, les intérêts américains qui passent devant et c'est tout. Et ça ne sert à rien d'en appeler aux man du débarquement, de Lafayette, à notre histoire glorieuse, réciproque. Voilà, on ferait mieux de s'interroger sur la situation d'aujourd'hui. Le fait que je vous dis, les Américains, nous ne comptons pas. L'Europe est au mieux un marché pour eux. C'est comme ça qu'ils ont laissé l'Union européenne se développer d'ailleurs. Cette Union européenne, elle est faite par Jean Monnet, qui était très proche de Roosevelt, par Robert Schuman, qui aussi très pro-américain, qui était aussi quand même quelqu'un qui a favorisé pas mal le pétinisme à une certaine époque. Mais si vous voulez, ces pères de l'Europe ne sont pas des gens extrêmement européens dans le fond. Et les États-Unis autorisent l'Europe parce qu'ils l'aperçoivent comme un marché pour écouler leurs marchandises. Point barre. De même que le plan Marshall, qui nous a beaucoup aidés. La France était en lambeaux, l'Europe était détruite. Le plan Marshall est venu et nous a permis de reconstruire. Mais c'était une manière pour les Américains d'écouler leurs produits, leur culture. Et finalement, quelque part, ça allait dans la doctrine. Vous savez, je me souviens à l'époque, il y avait ce qui s'appelle Peter Jackson, c'était le PDG de Coca-Cola qui disait dans chaque Coca-Cola, vous avez l'essence du capitalisme. Voilà. Et on était face aux Russes. Et il fallait mettre des points. C'était ça le truc. Voilà. C'est vraiment très intéressant. Régis, est-ce qu'on peut finir? Alors, on a encore 10 minutes si vous avez ce temps-là devant vous. Je voudrais qu'on parle quand même du dossier JFK, Kennedy. Bien entendu, on meurt d'envie d'avoir votre analyse là-dessus parce que 80 000 pages ont été révélées par l'administration de Trump. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oswald, pas Oswald, la CIA, le FBI, les services étrangers. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Parce que c'est 80 000 pages, il faut quand même se les envoyer. Mais qu'est-ce que vous avez retenu, vous qui connaissez bien entendu, tout ça? Moi, ce que j'ai retenu, c'est la raison pour laquelle la CIA ne voulait pas que la CIA et puis d'autres ont fait pression pour que ce dossier ne soit pas rendu public. Il faut préciser qu'en 2017, environ 50 000 documents
liées à l'affaire Kennedy avaient été rendues publiques. Donc, il y a déjà, c'est pas nouveau. Oui. On a déjà cherché et il y a beaucoup de choses qui ont déjà été écrites. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que oui, on trouve la trace de la CIA un peu partout, du FBI, de la mafia américaine. Il apparaît à peu près clairement que Kennedy représentait un peu comme Donald Trump dans sa première mandature, c'est-à-dire un candidat, on l'a un peu oublié, élu d'extrême justesse. Ouais. Candidat catholique d'origine irlandaise, donc faisant partie des minorités, qui bouscule l'establishment WASP à la base, qui fait venir finalement le focus sur la côte Est, en fait, alors que souvent aux États-Unis, c'est le Sud, c'est vraiment la revanche du Sud, souvent la politique là-bas. Donc là, il y a tout à coup, l'axe américain se déplace, et évidemment, ça va mécontenter beaucoup de gens. Il va essayer d'appliquer son programme à la fois au niveau social, en nommant son frère ministre de la Justice, donc avec un programme, on va dire, très progressiste pour l'époque, face à une Amérique extrêmement conservatrice. Donc, il va déranger. C'est un président qui va déranger et il va progressivement s'aliéner une partie. Alors, aujourd'hui, on appellerait ça peut-être le deep state. Ouais. Je ne sais pas si le terme était utilisé à l'époque ou s'il était aussi constitué. Et ce que montrent ces documents, c'est vraiment qu'il y a une sorte de conjuration qui se fait à l'intérieur. Alors oui, on parle du Mossad, on parle d'Israël, mais il faut voir là aussi à l'époque que le Mossad et la CIA, c'est quasiment la même chose en fait. Ouais. Ça a été créé, si vous voulez, il y a une étroite collaboration entre ces services. Il y a même les services australiens qui sont mentionnés. Des choses assez intéressantes comme la présence, par exemple, on a découvert que George Bush père se trouvait à Dallas le jour de l'assassinat de Kennedy, qu'il avait rencontré un des types qui étaient liés la veille de l'assassinat, que les Russes, par exemple, avaient prévenu que Lee Harvey Oswald avait prévenu les Américains, le département d'État, que Lee Harvey Oswald avait l'intention de tuer Kennedy. Ça, c'est un document. Voilà, vous avez des choses comme ça. Et puis, surtout, donc, qui ne constitue pas, à mon sens, une preuve absolue qui est que Dulles ou quelqu'un de l'époque ait ordonné l'assassinat de Kennedy. Mais on sent bien que Lyndon Johnson aussi n'est pas totalement innocent. Donc, en fait, en recoupant tout ça, on sent bien que c'est vraiment inside job. Et quand Robert Kennedy Jr., le neveu de John Kennedy, dit les gens nos ennemis les plus coriaces, ce sont ceux qui ont ordonné l'assassinat de mon père. On sent bien qu'il parle de ces gens, qu'il parle de la CIA. Et voilà. Et cette CIA, en fait, si vous voulez, elle est révélée à travers ces documents comme une espèce d'organisation où c'est la foire d'empoigne à qui trouvera l'idée la plus saugrenue pour faire mal aux Russes et aux communistes. Leur ligne de mire, c'est Castro. Ils vont aller jusqu'à, il y a un document qui l'explique, mettre du poison dans le sucre récolté à Cuba à destination de la Russie soviétique. Ils vont empoisonner des vaches en Allemagne de l'Est, mettre du savon dans des bonbons d'enfants. Enfin, des trucs complètement délirants, mais plus grave et plus sérieux. Ils instrumentalisent la mafia cubano-américaine et d'autres mafias. Donc, il y a vraiment un monde parallèle qui existe. Et c'est ce que montre, et c'est ça qui était embêtant pour la CIA, c'était en termes d'image, de montrer que ça a été une organisation criminelle très proche des mafias, avec des deniers publics. Et on verra progressivement au milieu, avec les coups d'État ratés, les Allende, les choses un peu trop, les coups d'État au Brésil, les dizaines de coups d'État auxquels la CIA va participer dans les années 60, 70, jusqu'en 80. Et là, en 80, Ronald Reagan prend brusquement conscience de l'importance de maquiller tout ça, de faire que les activités clandestines soient déguisées derrière on va dire, des oripeaux plus acceptables. Je pense par exemple en 83, avec la création de ce qu'on appelle la NED, le National Endowment for Democracy, qui est en fait, si vous voulez, une sorte de paravent pour des activités qui vont devenir, par exemple, très actives dans les révolutions oranges, les révolutions de couleur. C'est-à-dire qu'on va cibler une opposition en la finançant si elle est pro-américaine, contre un gouvernement qui est hostile
et on va faire tout en sorte que la communication aille avec et qu'on désigne nos ennemis et qu'on change le gouvernement et qu'on influence la destinée de pays entiers de par le monde. Évidemment, les exemples de la Géorgie ou Oui. de l'Ukraine sont les plus marquants. Voilà. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup, Régis Sommier, d'être venu Merci. ce soir Un sur vrai Putsch. plaisir. Ben, on a eu cette grande discussion. Il en faudrait 2 heures, 3 heures pour parler de tout Oui, ça, on tellement pourrait c'est en parler passionnant. longtemps, ouais. Ouais, ouais. Oui, je sais bien. En tout cas, vous Voilà. reviendrez, Régis, bien entendu, puisqu'il y a pas mal de sujets à aborder. Voilà, Avec c'est grand le plaisir. dernier livre, hein, Qui est le diable, l'autre ou l'Occident. C'est aux éditions Max Milo, Régis de Sommier, gros porteur de guerre, et notamment un directeur de la rédaction d'Omerta, qu'on vous recommande, chers amis, d'aller voir le site. Il y a beaucoup de choses sur Omerta, hein. Il y a Ouais, le ouais, ouais. magazine, il y a des interviews, des entretiens, il y a Des beaucoup de grands choses. reportages, voilà. Voilà. Et donc, ça, c'est bien parce qu'on Documentaires. on le disait ensemble tout à l'heure, Régis. Vous étiez d'accord avec moi sur le fait qu'il y avait une appétence aujourd'hui pour beaucoup de gens Bien de sûr. se replonger dans d'autres narratifs et dans Ouais, d'autres analyses de gens qui vont sur le terrain, au voilà, minimum, avec la décence et notre honnêteté d'y aller. Je pense que voilà. c'est important, ça. Tout Voilà. à fait. Merci Nicolas. Ben, merci beaucoup. En tout cas, on vous souhaite une excellente soirée. Merci d'être venu, Régis. Merci. Bonne soirée à À vous. À très bientôt. très bientôt.